Bon, ben, merci à toutes et tous d'être venus pour cette première rencontre de l'année, là, rencontre interdisciplinaire du LEAD, qui s'intitule Finance verte. Donc, on a 3 intervenants aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas faire un grand laïus sur leur parcours. Ils vont se présenter un peu d'eux-mêmes. Il y a Julien Le Fournier, qui a donc beaucoup travaillé dans la finance et dans les marchés financiers d'une manière générale. Mais puis vous exposerez une première présentation dont le titre était la forme donnée. Oui. Voilà. Ensuite, il y a Nicolas Dufresne qui est administrateur de l'Assemblée nationale sur les questions aussi de finance. Et en dernier lieu, donc ça sera, il y a les 2 premières interventions sur une demi-heure chacune. On fera la pause et ensuite il y aura Gaël Giraud qui interviendra sur le troisième exposé et on fera donc une rencontre débat et questions avec tous les membres du public. Donc je vais appeler Julien à venir nous faire un petit exposé de ces... Vous parlez de finance verte, c'est toujours un peu un challenge parce qu'en fait, ça parle d'acteurs, ça parle de produits, ça parle de réglementation. On pourrait y passer plusieurs semaines. Donc, je vais essayer de faire beaucoup plus rapide que ça et vous donner quand même une impression générale du sujet. Donc là, c'est le consensus des économistes. Si on parle de transition, enfin de décarbonation, donc là, ce qui me frappe, moi, c'est que justement sur le sujet de la quantification, même s'il y a des différences, on peut dire qu'il y a un consensus. Ici, je vous montre des estimations d'investissement nécessaires, dont certains par l'Institut Rousseau, justement Nicolas et Gaël, ou le dernier en date, c'est Pisani-Ferry Mahfouz. Bref, les gens sont d'accord, c'est pas le problème. Les problèmes commencent à partir de maintenant. Tout le monde est OK, et c'est un énorme travail. Hein. Je ne sous-estime pas le travail que ça représente de coter ces plans secteur par secteur, etc. Mais en fait, jusque-là, il n'y a pas de marché financier. On est dans un domaine économique. Moi, je vais parler que de finance. Donc, la première remarque que je ferai, c'est que quand on parle de finance verte ou finance durable, alors la finance verte, c'est seulement une branche de la finance durable. Hein. Là, je prends la définition de la Banque de France. La finance durable désigne l'ensemble des pratiques financières visant à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme. Les différents acteurs financiers peuvent donc activement participer à une meilleure orientation des capitaux disponibles vers le financement d'investissements ayant un impact positif pour la société. Donc la différence, la spécificité de la finance verte, c'est que le bénéfice dont on parle est un bénéfice environnemental, d'accord? Mais c'est la même famille, on va dire. Donc ça, c'est la définition de la Banque de France. Et moi, ce qui me frappe, c'est que déjà là, et personne ne le voit en général, personne ne le remarque, il y a une concession majeure, c'est qu'il ne s'agit pas de finance durable ou de finance verte. On définit un petit sous-ensemble de la finance, hein, un ensemble de pratiques financières. Donc l'ambition d'avoir une finance qui finance en fait une économie durable, un monde durable, c'est terminé dès le départ. Ça, c'est la première remarque. Pourtant, quand on regarde la petite réflexion de Le Maire, à l'époque ministre des Finances, la finance est le nerf de la guerre, la finance sera verte ou ne sera pas. Parce que la finance, par défaut, elle est ni verte ni durable. Sinon, on n'éprouverait pas le besoin de rajouter un adjectif. Et donc, dans la phrase de Le Maire, évidemment fausse, parce qu'aujourd'hui, la finance elle n'a pas disparu, et elle n'est pas verte. Mais par contre, il y a tout un tas de petits produits, de petites réglementations, il y a tout un tas de petites choses vertes ou durables. L'autre point ici qui est important dans cette déclaration, c'est le mot favoriser meilleur. C'est-à-dire qu'on a en tête un scénario contrefactuel. Même si on n'a plus l'ambition de réformer la finance, le système, il faut au moins prouver que les pratiques dont on parle apportent quelque chose, même au niveau plus micro. Donc la question se pose, comment, dans un paradigme qui reste unique pour tous les acteurs, la question se pose, comment dans un paradigme qui est universel en fait, le paradigme de risque-rendement, tout le monde fait les mêmes calculs, l'obligation, ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire, elle est la même pour tous les acteurs, hein, que ce soit les particuliers, les fonds de pension. Quand vous confiez de l'argent à quelqu'un, il doit maximiser vos avoirs financiers, hein, à défaut que, sauf si vous l'avez écrit sur une petite page, que vous voulez autre chose. Dans la pratique, c'est pas ce qu'on observe. Donc, évidemment, ce dont on parle, c'est d'apporter du capital,
Et deux, si et quand on l'apporte, à quel prix? Il y a deux questions en fait. Donc ça, c'est mon introduction. Tout de suite ici, je trouve que c'est toujours intéressant, plutôt que de paraphraser, de lire. Donc le double discours de la finance verte, c'est quoi? À gauche, vous avez un extrait du rapport Perrier. Donc le rapport Perrier, c'était un rapport qui a été commandé en 2022, enfin qui a été livré en 2022, commandé par le même Le Maire, pour faire de la place de Paris la référence de la finance verte. On lit, et c'est spectaculaire, parce qu'en général, on ne parle jamais de rentabilité. Là, j'ai fait un contrôle lexicographique, une analyse lexicale. Le mot rentabilité, sur 140 pages, est prononcé 5 fois. Ça paraît dérisoire, mais c'est énorme. En général, c'est 0. Il y a plein de mots, il y a plein de rubans, mais on ne parle jamais de la réalité, on ne parle jamais de rentabilité. Qu'est-ce qu'on lit à gauche dans le rapport Perrier? L'actionnaire épargnant est l'autre acteur pouvant supporter une part du coût de la transition par une diminution de la rentabilité du capital. Il semble en effet logique, à partir du moment où on intègre l'externalité carbone, que cela se traduise par une moindre rentabilité du capital. Au total, si on veut que le coût de la transition soit réparti de façon à emporter l'engagement et la mobilisation de tous les acteurs, il devrait être affecté aux consommateurs par un signal prix, aux contribuables et aux détenteurs du capital. Car il semble légitime en intégrant la nouvelle externalité carbone illégitime en intégrant la nouvelle externalité carbone de continuer à attendre un ROE ou un TRI de 15%. Donc c'est très clair. Dans le rapport Perrier, on vous dit il y a un sujet sur la rentabilité, c'est accentué dans la dernière phrase. La difficulté actuelle des entreprises n'est pas de trouver des fonds privés pour financer leurs projets. Quand on voit les niveaux de dette privée publique, il y a plein de dettes, ce n'est pas le sujet. La question, c'est d'être en mesure que ces projets soient suffisamment rentables. La question, c'est la barre, c'est le niveau d'obstacle et justifier financièrement les moyens engagés par l'entreprise. Donc j'aime beaucoup ça. Je vous ai dit qu'il était 5 fois. Je pense que dans cet extrait, il y est déjà 3 fois. Vous voyez, pouvant, il semble, si on veut, devra, semble légitime. On voit bien que ce sont un peu des vœux pieux. Ça date de 2022. À droite, vous avez un extrait de quelque chose qui est écrit par PGGM, c'est le deuxième plus grand fonds de pension néerlandais. En 2019, une contribution à la revue de stabilité financière de la Banque de France, que nous disent PGGM, qui est l'archétype de l'investisseur durable, en passage, de l'investisseur responsable. Que nous disent ces gens? La zone verte est la zone responsable. Les investisseurs de cette zone, à laquelle ils estiment eux appartenir, les investisseurs de cette zone font de leur mieux pour contribuer à un monde plus durable, à condition que ce ne soit pas au détriment de la performance attendue par leurs bénéficiaires, les bénéficiaires des fonds de pension. Aux Pays-Bas, où il y a un financement, où les retraites, c'est par capitalisation, c'est tout le monde. C'est les professeurs, les infirmières, c'est pas que des riches, hein, parce que les gens assimilent souvent les fonds de pension à des riches. Non, c'est tout le monde. En France, on a la chance d'avoir la répartition, mais dans ces pays-là, c'est tout le monde. Tout le monde est prisonnier de ce système. Dans cette zone, l'idée est de contribuer au rendement sociétal aussi longtemps que cela n'affecte pas le rendement financier individuel. C'est clair. Dans cette zone, les investisseurs considèrent que contribuer au développement durable dans le cadre de leur mandat est l'une de leurs motivations intrinsèques. Du coup, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et la zone rouge, par différence très intéressante, rouge, dans cette zone, la contribution au bien collectif se fait en sacrifiant une partie du bien individuel. Cela se traduirait par une réduction de la pension de retraite des bénéficiaires afin de contribuer à un monde durable. C'est la zone de la tragédie des biens communs et de la tragédie de l'horizon. Cette option ne relève pas du mandat des gestionnaires de fonds de pension. Donc vous avez un investisseur durable qui vous dit noir sur blanc, qui ne donnera pas un point de base, 1 euro, enfin raisonner en pourcentage ou en euros, pour financer un bien commun. Voilà. Donc c'est ça le double discours. À gauche, quand on écrit au ministre, on dit oui, ça serait bien que de baisser les exigences de rentabilité. À droite, quand on est un investisseur, un gestionnaire de fonds de pension et qu'on rend des comptes et qu'on est soumis à la responsabilité fiduciaire, on écrit noir sur blanc, même si les phrases sont un peu entortillées, qu'on fera rien finalement. Et là, je vous montre pourquoi. Hein, c'est pas une vue de l'esprit. Là, je vous donne l'exemple pour que ce soit vraiment concret dans votre esprit. Voilà l'exemple de CalPERS. CalPERS, c'est California Public Employment Retirement System. Donc, c'est l'énorme fonds de pension. Ça pèse 500 milliards de dollars à peu près. C'est l'énorme fonds de pension des fonctionnaires californiens. Donc, ces gens-là, pour une raison que tout le monde peut comprendre, ont décidé de certaines politiques de désinvestissement. Et je regarde ici le tabac en haut à gauche.
Donc vous voyez, c'est des gens qui ici, c'est le comité des investissements qui se réunit tous les 5 ans et qui rend des comptes. Ces gens-là ont décidé de ne pas investir dans le tabac. Bien. Donc par rapport à ce qui serait un portefeuille lambda investi avec un poids complètement normal par rapport au secteur du tabac, ils vous disent que ça leur coûte c'est en millions de dollars. Ça leur coûte 4 milliards de dollars. C'est une décision qu'ils analysent. Et donc, en fonction des confinements de marché, parfois ça rapporte. Hein, Mais là, ça leur coûte 4 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas quelque chose que les gens... Bon, moi, ce n'est pas un truc qui me parle. Parce que ça, c'est la vieille logique des Quakers. On n'investit pas dans la technologie du tabac, l'alcool, ce qu'on veut. Est-ce que ça change quoi que ce soit? La réponse est évidemment non. Les cigarettiers font des centaines de milliards ont des chiffres d'affaires qui représentent des centaines de milliards. Ils vendent maintenant des vapoteuses à la fraise à la sortie des écoles. Donc ça, c'est une logique d'origine religieuse qui a complètement son mérite. Je dis ça de Hegel, qui a complètement son mérite quand ce qui vous préoccupe, c'est d'aller au paradis. Enfin, les Quakers, on comprend très bien la motivation. C'est une motivation personnelle. Et ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas changer le système. C'est une logique personnelle. Hein. Donc là, par contre, pour moi, c'est beaucoup plus douteux qu'un investisseur du niveau de Calpers fasse ça, tout simplement parce que ça n'a pas de résultat. Hein. La science empirique a tranché, le désinvestissement, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la responsabilité fiduciaire, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Ces gens-là justifient leur position. D'ailleurs, régulièrement, ils sont attaqués. Hein, parce qu'il y a des bénéficiaires qui disent « mais nous, on s'en fout, c'est débile, nous, on veut investir dans le tabac, ça gagne, etc. » Donc, il y a des vrais enjeux. Et en tout cas, ça ne va pas être fait à l'insu du plein gré des gens. Ici, je voudrais dire du coup que le point ici, le point problématique entre du double discours, c'est qu'il y a des besoins. Les besoins, ils sont cotés par les économistes. Et dans la vraie vie, ici, vous avez le rapport du secrétaire général à la planification écologique qui vient de sortir à droite 2024 et qui vous dit que 25% des réductions d'émissions à réaliser d'ici 2030 correspondent à des investissements qui sont seulement 25% correspondent à des investissements qui sont rentables. Et à gauche, vous avez les subventions sur les ENR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand on internalise une externalité, ou plutôt, je déteste l'expression, plutôt quand on évite de commettre des dommages, ou bien qu'on répare des dommages, ça a évidemment un coût. Hein, un coût que les autres ne supportent pas. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que ce sont des gens méchants, ils ne le font pas parce que ça coûte. Et du coup, quand on veut faire ça, ça coûte, c'est pas rentable. Et donc, on a besoin d'énormément d'argent public. Là, je vous mets le gradient en haut, qui va de ce qu'on peut rendre investissable ou bancable, c'est les ENR, justement. Parce que les gens me disent, mais Julien, ça marche, la finance verte, puisqu'il y a des éoliennes, il y a des moulins à vent, il y a des... Oui, ça marche, mais avec beaucoup d'argent public. Et c'est pas grave, mais il faut l'assumer. Par contre, vous avez le gradient à droite. À l'autre bout, quand vous êtes dans les pertes et dommages, ça, c'est des pays qui demandent juste à ce qu'on leur rembourse les dévastations des ouragans. Là, c'est pas de l'investissement, c'est juste des coûts, et personne n'en veut. Hein. On fait semblant dans les COP, enfin bon, bref. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a une différence entre jouer son rôle, hein, quand vous avez le public, l'argent public, l'État, qui rend les actifs investissables, et derrière, vous avez les investisseurs comme PGL qui viennent tirer les marrons du feu. C'est pas la même chose. Là, en haut à droite, je vous ai mis une référence intéressante. The Price is Wrong. C'est Brett Christopher, je ne sais pas si tu connais, Gaël. Il a écrit un bouquin entier pour montrer comment c'est pas du tout sur les ENR, justement, ce déficit de rentabilité, etc. C'est assez intéressant. Mais bref, tout ça pour dire que entre faire sa part et jouer son rôle, c'est deux choses complètement différentes. PGGM joue son rôle de gestionnaire de fonds de pension, mais ne prend donc aucune part, ils le disent, par un point de base de cet effort-là. Donc, quand on parle de transition juste, évidemment, ça fait réfléchir. Donc là, je vous donne un exemple. Argent public, prêt vert. Comment ça marche? Vous avez un rapport de la Cour des comptes sur les prêts verts des nombres publics qui vient de sortir. C'est tout frais, avril 2026. Et qui dit quoi? Parce que là, quand vous êtes une banque, vous n'êtes pas dépendant du marché. Hein, c'est votre bilan, vous prêtez comme vous voulez. Hein, c'est vous qui décidez à qui, à combien. Bien, ce que dit ce rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il y a quand même un effet d'aubaine énorme. 48% des projets, pour 48% des projets, l'absence d'octroi prêt n'aurait rien changé. Donc, il n'y a strictement aucune additionnalité. C'est vraiment problématique quand vous réfléchissez. Imaginez que vous avez un pistolet, vous ratez une fois sur deux la cible. C'est quand même pas très bon. Le deuxième point,
Les bonifications apportées par l'État ne se traduisent donc pas par des taux d'intérêt forcément plus faibles pour les emprunteurs par rapport aux conditions de moyenne de marché. Pour rappeler deux trucs que j'ai dit, comment on aide, on donne de l'argent, et quand on donne de l'argent, c'est à combien la question? Ben là, à combien? C'est au prix du marché. Bon, vous avez là le détail. Donc, c'est-à-dire que même des banques publiques qui décident en toute souveraineté à qui elles prêtent et à combien, elles rentrent même pas dans les purs que j'ai dessinés au départ. Au-delà de l'effet d'aubaine, notez, c'est un point important, il y a très peu de gens qui connaissent ça, notez que tout le passif d'une entreprise finance tout son actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cherry picking, c'est une illusion, en disant « Ah oui, mais moi je prête pour le projet vert », ça n'a pas de sens. J'explique ça, c'est mon professeur en mine, Claude Rivlin, qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est la parabole du manteau de Vison. Il disait aux étudiants, vous avez 10 000 € en poche et vous voulez acheter un manteau de Vison et une voiture. Vous empruntez évidemment 10 000 € à la banque pour acheter ça s'appelle même un crédit auto. Et la voiture sert de nantissement pour le prêt. On pose la question à l'étudiant, mais alors que finance le crédit auto? Alors l'étudiant dit, c'est évident, le crédit auto finance l'achat automobile. Non. Scénario contrefactuel, finalement, la banque ne vous prête pas, et avec les 10 000 € de cash, finalement, vous achetez la voiture et c'est le manteau de Vison qui part. Vous voyez? Donc ça veut dire que tout le passif d'une entreprise finance tout son actif. L'histoire du fléchage, c'est un récit, ça ne correspond à aucune réalité. Et donc les gens qui disent, oui, mais moi, je fais un prêt vert, en fait, non, vous prêtez à l'entité. Si l'entité fait plein de projets bruns, vous êtes responsable de ça aussi. Là, maintenant, je base sur un exemple qui est plus public prêt, mais privé obligation. C'est la version privée, on va dire, de ce que j'ai décrit. Donc là, on est dans le marché, on n'a pas un bilan bancaire, on ne décide pas, il y a des prix de marché. Donc le mot favorise. Est-ce que l'émission d'une obligation verte par un émetteur favorise la transition? Donc, à nouveau, bien sûr que non, parce que, au sens où, malgré le fléchage, il faut se rendre compte que l'acheteur d'une obligation verte sur le marché primaire finance l'émetteur et pas le projet vert. C'est la même logique. Évidemment, si l'achat se fait sur le marché secondaire, parce que quand vous avez un fonds d'obligation verte, en fait, c'est déjà des achats qui sont sur le marché secondaire. Là, on finance plus du tout l'entreprise, on finance un investisseur. C'est l'investisseur qui vous vend un titre financier, c'est plus l'entreprise. Bien. Ici, le point important, c'est que précisément parce qu'on finance l'émetteur, ce qui est pricé par le produit obligation, c'est ce qu'on appelle le risque émetteur, le risque crédit. Le risque crédit, si vous m'empruntez de l'argent, et si je vous prête de l'argent, je suis dépendant de votre capacité à me rembourser, pas du tout de ce que vous faites avec le pognon. C'est exactement pareil dans ce cas-là. Donc l'obligation ne permet que de pricer le risque crédit qui est complètement indépendant de l'utilisation des fonds. Donc c'est le même prix pour une obligation verte qu'une obligation traditionnelle émise par le même emprunteur et de mêmes caractéristiques. D'accord? Donc il n'y a aucune incitation dans ce produit. Et donc là, il y a une énorme confusion en général entre le greenwashing, ce que j'appelle du projet, éventuellement du projet industriel, et là, les ONG sont tout à fait légitimes à nous dire ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. Parfois, ce n'est pas du tout évident, parfois c'est évident. Michelin, en Indonésie, a rasé une forêt primaire, et derrière, elle fait pousser des arbres à caoutchouc. Et elle dit, pour financer ça, elle émet une obligation verte. C'est ridicule, puisque on a rasé un truc de plus grande valeur, on l'a remplacé par un champ d'arbres. Bon, alors les gens disent, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Parfois, c'est plus compliqué. Quand vous faites un barrage hydroélectrique, donc c'est des énergies renouvelables, mais en même temps, il faut inonder une vallée, ruiner de la biodiversité et des villageois. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Je ne sais pas. Par contre, ce que les gens ne voient pas, c'est le greenwashing financier. C'est-à-dire qu'ici, je vous donne l'exemple, un exemple que tout le monde peut s'approprier. Un particulier achète un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule à moteur thermique. Tout le monde est capable. Vous allez chez mes amis de Carbone 4, on calcule les émissions évitées et on a droit entre le scénario électrique et le scénario thermique, et on a le droit, c'est le scénario contrefactuel, on a des émissions dites évitées, et on a le droit de les attribuer au particulier qui a pris cette décision. Et pour reprendre le triptyque de notre ami du rapport Perrier, quand vous voyez ça, vous avez une contribution de l'État, de la région, vous avez un bonus, l'État vous donne de l'argent et de l'argent public. Il y a un reste à charge. Tout le monde sait que c'est plus cher d'acheter une voiture électrique de gabarit équivalent qu'une voiture moteur thermique. Il y a un reste à charge, donc le consommateur y est. Et il est où l'apporteur de capital là-dedans? C'est la bonne, il est aux abonnés absents. Parce que maintenant, si vous raccrochez dans les deux lignes après, le même prêt pour financer, c'est le même taux, c'est le même prix. Et pourtant, s'il tombe dans la ligne véhicule électrique,
la banque pourra estampiller son prêt en disant c'est un prêt vert, voilà, se mettre à pleurer en disant qu'elle a fait un énorme effort pour sauver le monde. Ça, c'est la réalité. Hein. Donc, l'apporteur du capital qui pourrait, qui devrait, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et donc, ça, c'est l'obligation verte. Donc, il y a une confusion sur le lien de causalité. Il y a des gens qui pensent, non, il n'y a pas d'argent vert. C'est le projet vert qui rend l'obligation verte. Ça marche à l'envers. Il n'y a pas d'impact. Tout ce qui peut être financé par une obligation verte peut l'être par une financement traditionnelle au même prix. Et évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a aucune exigence de transformation du modèle. C'est-à-dire que l'histoire du cherry picking, le projet vert, je peux être directeur financier de Total Energy, lancer une obligation verte pour financer ma diversification dans les énergies renouvelables et continuer à faire ICOP, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Donc, à partir de là, ces deux exemples, je voulais vous dire simplement qu'on peut complètement généraliser. Je pourrais les multiplier, je pourrais parler de fonds durables. J'ai écrit un papier sur le média digital Bonpact. Si vous intéresse, vous pourrez le lire. Mais tout ça pour vous dire que c'est toujours la même chose. Là, vous avez à gauche le spread, soi-disant Grenium, c'est l'écart entre le vert et le pas le vert pour un émetteur donné. Ça me fascine parce que j'ai montré de 3 ou 4 manières différentes pourquoi ça valait zéro. Il ne peut pas en être autrement. Et les gens de la Banque de France continuent à chercher. Alors, c'est pas mal parce qu'ils tournent autour de zéro et ils vont y arriver. Hein. C'est plus ou moins 2 points de base. C'est fascinant. C'est fascinant. Et ce qui est bien fascinant, c'est qu'on arrive même à changer de signe au-dessus de zéro. Intéressant pour une valeur physique. Et donc ça vaut zéro. C'est bien sûr un artefact statistique. Mais plus grave, ici, vous avez donc la même chose sur ce qui pourrait être... Ça, c'est Morgan Stanley qui fait ses calculs. Vous avez donc la rentabilité de la finance lambda et des fonds durables. Et vous voyez que c'est strictement la même chose. Donc évidemment, quand vous avez ça, vous vous dites, vous qui êtes des chercheurs, des physiciens, hein, vous dites, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose en effet. C'est pas hasard, quelque chose qui est exactement le même. Ça, c'est un biais complètement substituable. Ça veut dire que le jeu dans les fonds durables consiste à faire un petit processus de sélection des valeurs dans lesquelles on enlève les moins bien notés. Et à la fin, on a un avatar qui représente exactement la même chose, qui vaut le même risque et donc a la même performance. Tout ça n'est pas du tout hasardeux. Donc, en fait, ici, je pourrais être très long et donner 1 millier d'exemples, mais la réalité, c'est que la responsabilité fiduciaire fait que si vous faites autre chose, ça devient invendable, en fait. Et donc vous ne le faites pas. Donc, la confusion ici, la plus importante, c'est la confusion entre l'efficacité informationnelle, parce que le fameux Mark Carney, qui fut gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est maintenant Premier ministre canadien, un super hypocrite, puisque c'était l'ami du climat, puis maintenant c'est à fond les ballons sur le pétrole, le gaz et tout ça. Eh bien, donc, quand il a fait ce fameux discours « Breaking the Tragedy of the Horizon » au Lloyd's de Londres en 2015, il a insisté sur 2 choses, enfin sur une chose plutôt. C'est sa conjonction qui me trouve que je trouve importante. Il a dit il faut de l'information, évidemment, mais il faut des politiques gouvernementales et des avancées technologiques. C'est-à-dire qu'on communique, on informe, mais sur un monde qui change, pas sur le business as usual, sinon ça ne sert à rien. Les gens ont oublié la deuxième partie, qui est la partie politique, au sens large du terme, hein, politique budgétaire, politique fiscale, politique monétaire, évidemment, et se concentre, là où il y a du pognon à faire, ça pèse des milliards, hein, la data, et se concentre sur l'information. Et donc, tout ce que vous avez vu développer depuis un certain temps en finance verte, c'est que des... Parce que les gens disent, il y a plein de réglementations. Oui, il y a plein de réglementations, de régulations, mais c'est sur du reporting, sur du disclosure. C'est la Task Force on Climate Related to Financial Disclosures. La CSRD, c'est des informations qu'on demande aux entreprises. C'est du reporting, évidemment. La Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR, ça, c'est la réglementation des fonds durables. À nouveau, c'est une exigence de disclosure. Donc, en fait, l'effort n'est fait que sur l'information. Mais il y a une vraie confusion entre efficacité informationnelle et efficience allocative. Ça n'a aucun rapport. Hein. L'efficience des marchés, dont on pourrait parler pendant des heures, ça n'a pas de rapport avec l'efficience allocative. Et donc, à la fin, vous avez à gauche la réalité du moment. C'est franchement, la première fois que j'ai vu ce dessin, je suis tombé à la renverse. Je me suis dit, c'est pas vrai. Quelqu'un a fait ça? Oui, c'est le grand plan de l'Europe pour la finance durable.
C'est entre Shadok, Hubris, enfin des mesures totales, mais surtout ça sert un peu à rien. Mais voyez, l'ambition est incroyable. Ça part de la taxonomie, de la définition, c'est pas inintéressant, de ce que serait une activité verte. Mais dès là, on n'était plus dans la science, on était dans la politique, puisque les Français ont dit le nucléaire c'est vert, les Allemands ont dit le gaz c'est vert. Enfin bon, bref, on n'est pas dans des seuils, on n'est plus dans la physique, on n'est plus dans la science, on est dans la politique. On peut l'assumer, mais après, les conséquences ne sont pas les mêmes. Des activités vertes, vous passez aux entreprises. Qu'est-ce qu'elles ont comme activité verte, pas verte? C'est la CSRD. Des entreprises, vous passez aux titres financiers émis par les entreprises, leurs actions, leurs obligations. Vous avez les fonds qui achètent ça. C'est la SFDR qui parle de réglementer ça. Et à la fin, vous avez les particuliers. Alors, en bout de chaîne, j'ai fait le calcul sur un fonds durable. Un fonds durable, on est entre 0 et 2% de taxe d'alignement avec la taxonomie verte. 0 et 2% en bout de chaîne. Donc, on dissipe beaucoup d'énergie en cours de route. Mais surtout, là, on parle vraiment que d'information et de volontariat. Hein. C'est l'illusion que les marchés, vont trouver la solution à nos problèmes. Donc, là, je vous mets simplement un commentaire de Robert Ophel, l'ancien président de l'AMF, que je trouvais intéressant. Le règlement SFDR, celui qui porte sur les fonds, donc, constitue de ce point de vue une caricature d'exigence en avance de phase. Il est de fait vrai que tant que des données n'auront pas été normalisées et auditées dans un cadre méthodologique commun, la finance durable manquera d'une base solide. Or, ce qui aurait dû être le premier étage de la fusée est en fait le dernier maillon de la chaîne réglementaire. CSRD, donc les entreprises, est en fait le cœur du réacteur de la finance durable. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Concernant le cœur de ce réacteur, voilà le commentaire du directeur général de la Banque Paribas, Jean-Laurent Bonafé. Il nous dit « Probablement, ce n'est pas en accablant les entreprises de demande en tout genre, et je crois que la SRD fait partie de ces délires bureaucratiques qui ne servent à rien, qui prennent beaucoup de temps. » Bon, donc le cœur est flingué par le patron de la plus grande française, une des plus grandes banques européennes. Donc c'est un décor qui est en train de... Je parlais du moment, c'est pour ça que dans mon titre, j'avais parlé du moment de la finance verte. Je pense que cet édifice qui est un château de cartes est en train de s'effondrer après Omnibus 5 minutes. Merci. Après Omnibus 1, donc il y a des régressions partout, c'est comme les ZFE. Quand on arrive à pied du mur, il y a deux solutions. On repousse, c'est l'horizon glissant, stratégie bien connue, ou bien on détricote. Souvent, on fait les deux. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi du greenwashing systémique. Ça n'a rien à voir avec la finance durable ou ce que devrait être la finance durable. La finance durable, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est en fait une vieille finance. C'est la même finance relookée, mais ce qui intéresse les gens, c'est quand on parle d'intégration ESG, environnement, social governance, il s'agit toujours des impacts du monde extérieur sur l'entreprise et ses revenus. Il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et en aucun cas de l'impact de l'entreprise sur le monde extérieur. Ce qui, moi, m'intéresse. L'écologie, c'est ça. Et donc, si je reprends la figure du donut, là, bien connue de Kate Raworth, le problème, c'est donc tout le monde comprend les plafonds environnementaux et les seuils sociaux. Le problème, c'est que c'est complètement macro. La question, c'est comment on distribue, comment on distribue au niveau micro. Parce que normalement, l'entreprise durable, elle doit mesurer ses impacts, mais ça doit être, comme le disait Ophel, ça doit être normalisé. C'est-à-dire que si je mesure mes impacts, mais que j'ai pas d'allocation, que ne m'a pas alloué un seuil, ça sert strictement à rien. Et normalement, si j'ai un impact qui est supérieur à ce qu'on m'a attribué, je dois le transformer. C'est ça la logique. Non, rien de tout ça n'est en train de se produire. C'est pas du tout ce qu'on fait. Là, je vous dis, il y a une étude qui est sortie en 2017 qui portait sur 40 000 rapports RSE publiés en 2000 et 2013. Et la mention des limites planétaires était mentionnée dans 0,26% des rapports RSE. Juste la mention. Je ne dis pas que les gens avaient une ambition de changer. Juste la mention des limites planétaires. Donc, rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Ça, je suis assez content parce que c'est un bijou pour moi d'avoir retrouvé ça. Enfin, ça fait froid dans le dos, mais c'est Exxon 1979. Les scientifiques payés par Exxon, vous voyez, ils ont fait un rapport et qu'est-ce qu'ils disent? Rational. C'était quoi le rational for Exxon involvement? Quelle était la raison pour Exxon de s'impliquer dans l'étude du réchauffement climatique? C'est écrit. Develop expertise to assess the possible impact of the greenhouse effect, pas sur les gens, pas sur la biosphère, en Exxon Businesses.
en action de business. Hein, c'est la logique outside in. C'est ce que je vous écrivais sur la page d'avant. Hein. Merde. J'ai trouvé le sens. On est complètement là. Hein. On est complètement là. Hein. Quel est l'impact sur Exxon? On se doute que c'était pas très bon. On avait un peu peur à l'époque. Provide the government with high quality information to reduce the business risk of inadequate government policy. Ce qui fait peur, c'est hein, la gouvernance politique, les politiques publiques, c'est l'horreur qui pourrait nuire à Exxon. Bref. Et déjà à l'époque, enhance the Exxon image and provide PR value. Hein, public relation value. 1979. Et ils ne se sont pas vraiment trompés. Voilà l'action ExxonMobil aujourd'hui. Hein, on ne peut pas dire que d'un point de vue de ce qu'on appelle justement la responsabilité fiduciaire, ces gens-là ont eu raison. Hein, tous les gens qui disent c'est pas bien, oui, oui. Mais voilà, ils sont au plus haut historique. Hein. Donc, les gens parlent d'actifs échoués, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a un peu une confusion sur les actifs échoués. Hein. C'est la transition n'échoue pas les actifs, c'est en échouant les actifs qu'on transitionne, c'est en fermant les centrales thermiques. Il y a une inversion de la cause et de la conséquence dans l'esprit des gens. Donc là, c'est pas tellement échoué. Donc voilà, le moment de la finance verte, c'était pour dire, puisque c'était le titre que j'avais choisi, donc ça fait référence, c'est un mot de Dave Capello, et j'ai repensé ça s'appelait Le Nouvel Esprit du Capitalisme, tout simplement. Dave Capello et Luc Boltanski, publié en 99. Et donc, il parle de répondre à il parle de la nécessité... Je suis vraiment pile poil. Il parle de la nécessité, pour le nouvel esprit du capitalisme, de répondre à trois questions. Un besoin de sécurité, susciter l'enthousiasme et, bien sûr, justifier l'accumulation égoïste en termes de bien commun. Bien. Donc, il parle de l'utilité de la critique qui sert à générer des dispositifs contraignants garantissant une amélioration effective en termes de justice sociale et environnementale. C'est moi qui ai rajouté sociale et environnementale. Mais aussi du risque que le capitalisme échappe à cette exigence d'amélioration en se rendant plus difficilement déchiffrable, en brouillant les cartes. Et donc, pour moi, quand je parle de finance durable ou de finance verte, vous voyez qu'on est vraiment là. Vraiment, on coche les trois cases. Hein, et en même temps, hein, la sécurité, ça rapporte de l'argent. Évidemment, le bien commun est partout. Les rubans verts sont partout. Il y a plein d'histoires très, très jolies. C'est très excitant. Par contre, pour moi, ce n'est pas du tout un nouvel esprit parce qu'en fait, il n'y a pas de consensus. Dans leur esprit, je veux dire à Capello et Boltanski, le nouvel esprit du capitalisme, ça concerne tous les capitalistes à un moment de l'histoire donné, dans un contexte donné. Alors que là, la finance dont je vous parle, elle n'est pas consensuelle, même dans les milieux financiers. En fait, aux États-Unis, c'est vraiment en train un peu de baisser. Voilà, c'est ça que je voulais vous exposer rapidement. Et maintenant, je laisse la place à Nicolas. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension rapides sur ma présentation? On aura le temps pour revenir sur le fond. Ah oui, pardon. J'ai pas dit le plus essentiel. Autopromotion. J'ai sorti il y a un petit mois une bande dessinée qui s'appelle Finance insoutenable aux éditions de l'Atelier, les anciennes éditions ouvrières, et donc dans laquelle j'essaie justement de mettre dans le débat public ces sujets qui sont complètement invisibilisés. Voilà. Merci.